Monsieur Milovanovic, bonjour. Merci de vous prêter au jeu de l'interview. Et on va commencer tout de suite avec une première question. Pouvez-vous nous résumer votre parcours ? Alors, mon parcours est un peu bizarre parce que j'ai fait d'abord des sciences, parce que j'avais des parents ingénieurs qui ne jugeaient que la seule voie possible et acceptable, c'était la voie des sciences, donc école d'ingénieur, subsp, école d'ingénieur. Mais je n'ai fait que la première année parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais pas envie de faire ça. Et donc, j'ai complètement changé de voie. J'ai dû convaincre mes parents, c'était pas facile, mais avec un peu d'effort, on y arrive. Et surtout, ça m'a permis de comprendre, et je pense que c'est valable pour tout le monde, qu'on peut tout à fait changer complètement de domaine. Donc après avoir fait des années dans les sciences, j'ai même été prof de maths pour financer ensuite la deuxième voie, les études d'histoire de l'art. Eh bien, les études d'histoire de l'art, j'ai en revanche vu tout de suite que c'est ce qui me passionnait. Donc j'ai fait la fac et l'école du Louvre. Là aussi, c'est assez complémentaire, donc les deux m'ont été utiles. Et puis j'hésitais entre faire une thèse que j'ai faite pour enseigner et puis le monde des musées qui m'a toujours le plus passionné. Donc pour ça j'ai passé le concours et j'ai repassé parce que là aussi on ne l'a pas du premier coup, c'est rarissime. Et puis voilà, une fois que j'ai réussi le concours, qui était une immense joie, là c'était, je m'en souviendrai toujours lorsque vous voyez votre nom sur la liste, et bien ensuite très vite j'ai compris que c'est vraiment ce que je voulais faire, quoi. Alors après le parcours ça a été les musées de région, puisqu'on avait une directrice des musées qui était Françoise Cachin, qui voulait absolument qu'on ne commence pas à Paris dans les grands musées, mais en région. Donc je suis allé à Poitiers, et j'ai une belle expérience, un petit musée, mais une ville pleine de charme, une équipe qui était vraiment incroyable. Et puis surtout, à Poitiers, vous êtes obligé de tout faire. C'est pas spécialisé. Vous accrochez les tableaux avec les autres, vous faites la com, vous faites les expos. Enfin, vraiment, tous les aspects du métier, vous les apprenez. Donc pour ça, c'était très précieux. Même, je me souviens qu'on a fait le site internet du musée, absolument tout. Et puis après, il y avait un poste à Versailles, et donc ça, on ne refuse pas. C'est un mythe, Versailles, un rêve réalisé. Donc j'ai passé 11 années à Versailles, et puis je pensais peut-être y rester parce que j'étais très bien. Mais quand le Louvre vous appelle, pareil, c'est difficile de dire non. Vraiment, là aussi, c'est quelque chose qui paraît inaccessible. Et lorsque vous avez cette chance, vous y allez. Et maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans au Louvre, et j'ai l'impression que ça passe tellement vite, j'ai l'impression vraiment que c'était hier. D'où vous est venue cette passion pour la peinture française du XVIIe ? Alors, c'est des visites à Versailles. Versailles m'a absolument toujours fasciné, dans les grands appartements, donc ça part du grand décor. C'est quelque chose, j'ai trouvé ça unique, inouï, et c'est vraiment unique et inouï depuis que j'ai compris que c'était le cas. Et donc j'ai voulu étudier, en plus mystérieux, j'ai toujours eu cette envie d'arriver à comprendre le sens. Et ces décors-là, les grands appartements, il y a vraiment une multiplicité de sens, quoi. Ça s'accumule et il faut arriver à décrypter un peu comme une sorte de mystère qu'on éclaircit. Et donc j'ai engagé des études d'histoire de l'art dans cette voie, en travaillant sur les grands appartements avec Antoine Schnapper à Paris 4, et un personnage absolument marquant, qui décide aussi d'une vocation. Et c'est un peu lui qui a décidé de ma vocation, parce qu'au cours des examens, d'où l'importance des profs, et j'y suis sensible maintenant que j'enseigne à l'école du Louvre, c'est lui qui m'a dit à l'issue d'un examen que je voulais faire. Alors je n'osais pas dire par timidité, je rêverais d'être conservateur, et bien je l'ai dit quand même, il m'a dit mais faites-le, vous y arriverez. Et vous voyez, quand quelqu'un comme Antoine Schnapper vous dit ça, ça vous donne une confiance. Et ensuite, après, il faut juste du travail et de l'obstination, je dirais, pour y arriver. En tant que conservateur au musée du Louvre, quelles sont vos missions au quotidien ? Alors les missions, on peut toujours les résumer en trois points, qui sont 3 points capitaux, qui sont conservés, on est conservateur, pour prendre en charge une collection, un ensemble d'objets, ça peut être tout, la variété est immense, les périodes, les types d'objets, mais c'est d'abord du matériel, c'est-à-dire on gère une collection d'objets, c'est la conserver, faire en sorte qu'elle traverse le temps, et donc c'est les moyens de conservation préventive, la restauration, organiser les restaurations, établir les priorités, donc cette partie-là, c'est vraiment le cœur du métier. On devient amoureux, on devient passionné par ces objets, par ces œuvres. C'est vraiment des œuvres au sens noble, des œuvres qui sont appelées à parler, passer d'une génération à l'autre, à parler, à séduire, à toucher les nouvelles générations. Et ensuite, il y a 2 autres aspects qui sont très importants. C'est étudier
parce que pour conserver, il faut connaître. Donc là, on attend de vous que vous soyez quand même un spécialiste d'une collection, que vous ayez lu la bibliographie, que vous ayez vraiment fait l'effort de, au maximum, vous assimiler, vous imprégner de ces objets, du contexte de création, des artistes, arriver à les faire revivre, donc redonner vie en quelque sorte à des objets qui ont encore des choses à dire. Et le dernier aspect, c'est transmettre. Parce que ça aussi c'est important, hein, les musées sont là pour être visités, pour être compris, pour toucher de nouvelles personnes. Et là aussi, aujourd'hui on est globalisé, donc ça peut être à travers d'autres cultures, à travers les générations, à travers toutes les couches sociales. Et ça aussi c'est un peu votre enjeu, la manière dont vous accrochez, la manière dont vous en parlez, les médias que vous utilisez, l'enseignement que vous pouvez assurer, tout ça participe de ce troisième volet. Je dirais vraiment, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, mais c'est en exerçant ce métier, on comprend combien c'est vrai. C'est vraiment ces trois aspects fondamentaux, conserver, restaurer, donc faire passer les objets à travers le temps, étudier, publier aussi, très important, sous toutes les formes, et enfin transmettre. Vous nous avez parlé des 3 missions du métier de conservateur, dont la dernière est transmettre. Par rapport à cela, quels sont vos projets en cours ? Plein, on a toujours plein de projets et de rêves. Certains projets ne sont que des rêves pour l'instant. Là, je sors de Poussin et je suis encore dedans. On a cette exposition à Lyon, Poussin et l'amour, qui est un rêve. C'est notre deuxième. Pour moi, pour qui Poussin est le plus grand, faire 2 expos Poussin dans une vie, dans une carrière, c'est un rêve éveillé. Donc je suis extraordinairement fier. En plus, dans un musée merveilleux, un des plus beaux musées de France et du monde, le musée des Beaux-Arts de Lyon, avec une superbe équipe. Vraiment une équipe extraordinairement active, accueillante, une directrice qui est Sylvie Ramon, qui est vraiment à l'écoute et qui nous a poussé à transformer, à améliorer encore ce projet et à faire aimer mieux cet artiste, le faire connaître, des aspects moins connus. Hein, sa peinture érotique, sa peinture très sensuelle n'était pas connue, on le présente plutôt comme un peintre très abstrait, très philosophe, donc c'était un défi d'y arriver et il y a encore 3 mois et demi pour y arriver. Donc ça, je suis encore baigné dans Poussin et Poussin reste un de mes projets. Donc parmi mes projets, c'est continuer à travailler sur Poussin et dans cette même logique d'arriver à le faire aimer par davantage de personnes. C'est vraiment un génie absolu et qui mérite encore davantage de reconnaissance. Donc il y a des projets Poussin, peut-être un 3e volet, parce que c'est la 2e exposition, il en faut une 3e, jamais 203, je ne sais pas encore laquelle, probablement avec mon comparse Michael Zanto, qui est professeur universitaire, un maître de conférence à Paris 4, et on marche souvent bien ensemble, musée-université, ça c'est très important, et donc on est ravis de travailler avec Michael, donc il faut qu'on élabore le 3e volet, et puis après il y a d'autres aspects qui m'intéressent, il y a les animaux, qui est vraiment un de mes champs de recherche majeurs, donc voilà, j'aimerais bien continuer à travailler sur les animaux, peut-être en élargissant encore, j'avais travaillé sur les animaux à Versailles, et je voudrais peut-être élargir encore et proposer un projet dans ce sens, qui nous parle aujourd'hui, où c'est vraiment des questions d'actualité, des questions importantissimes, la relation homme-animal. Enfin, il y a d'autres coups de cœur, on parlait d'atticisme, l'atticisme est un courant qui me fascine, il n'y a pas eu tellement d'expositions, il y a Alain Méraud qui a travaillé dessus, qui a fait une très belle exposition à Dijon et au Mans, mais c'était il y a fort longtemps, et donc il serait, je pense, temps de remettre la lumière sur ce courant fascinant. Et puis peut-être aussi le début du siècle, c'est une période là aussi où on n'a pas beaucoup de choses au Louvre, donc vous voyez, le Louvre a des progrès à faire, peut-être des achats, mais ça c'est aussi le hasard des œuvres qui réapparaissent qui en décident, et si jamais il y a des achats, il y a souvent des restaurations, et peut-être après un projet d'exposition, donc ça serait les projets principaux. Une question plus adressée à notre public étudiant, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aujourd'hui veut devenir conservateur ? Un tout premier et importantissime conseil, c'est d'y croire. De croire en lui, et c'est important, ça a l'air bête de le dire, mais c'est vraiment essentiel. Moi, je voudrais passer un message de dire, et vraiment avec conviction, avec expérience, parce que je suis passé par ça, que si vous y croyez vraiment, si vous êtes convaincu, si vous accrochez, si vous êtes obstiné, vous y arriverez. Voilà, il faut le dire, vous y arriverez. C'est un défi, le défi est pas facile, il y a beaucoup de difficultés à surmonter, mais il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Après, l'autre conseil, c'est vraiment d'élargir au maximum ses champs d'intérêt. Parce que la manière dont c'est fait aujourd'hui vous incite à ne pas trop vous spécialiser au début. Vous pouvez vous spécialiser assez naturellement ensuite, parce que c'est la collection dont vous aurez la charge qui vous amènera à l'étudier à fond et à
peut-être restreindre votre champ, mais tant que vous êtes encore étudiant et encore dans la recherche, dans l'apprentissage, il faut vraiment avoir le champ le plus large. Donc une curiosité, aller voir les expositions, voyager dès que c'est possible, et même en France, qui est un pays extraordinairement riche, même les petits musées méritent le coup d'œil, sont extraordinairement actifs. Donc vraiment être à l'affût, le marché de l'art, tout ce qui ressort, Drouot, Lévente, Christie, Sotheby's, c'est-à-dire vraiment être le plus ouvert possible pour que vous absorber, je dirais, le maximum de choses pour ensuite forcément approfondir un domaine. Mais je dirais, ça peut venir dans un second temps. En guise de conclusion, la traditionnelle question coupe-filard, quelle est votre œuvre préférée ? Alors c'est très simple, elle est juste derrière moi. Voilà, donc c'est mon œuvre préférée et bien évidemment le plus beau tableau du monde. Donc oubliez la Joconde, pensez au Berger d'Arcadie. Ce tableau, c'est un poème. Et c'est un mystère en même temps, donc c'est quelque chose qui est une réflexion, est une œuvre d'art, donc est aussi plein d'émotions et touche aux questions les plus profondes de pourquoi nous sommes là dans ce monde, quel est le but de cette vie, quelle attitude faut-il avoir dans le monde et face à la mort. Donc c'est vraiment les questions les plus profondes que Poussin pose et auxquelles il donne des réponses qu'on peut trouver soi-même en observant, en regardant avec intensité, en méditant devant cette œuvre. Vous voyez, en prenant le temps, Poussin invite à prendre le temps et il a livré là une sorte de message, qui ne sera sans doute jamais décrypté, mais je pense qu'il nourrira les questionnements et la fascination pendant des siècles. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et pour cette web-série. Merci à vous, c'était un plaisir.